Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes lectures du mois de novembre. J'en ai fait 5, 5 bonnes lectures, enfin 2 bonnes lectures et 3 très bonnes lectures, mais vous allez voir, je vais vous expliquer ça, pardon, tout de suite. Donc la première lecture que j'ai faite en novembre, c'est une romance de Noël que j'avais commandée chez MXM dans leur collection Rainbow Noël. C'est 24 jours jusqu'à toi de Eva Petit. Alors, quand je l'ai reçu, j'ai eu très très envie de le lire. C'est un tout petit livre, vous voyez, il est très très court, il fait 188 pages. Donc autant dire, quand je l'ai reçu, j'avais très envie de le lire et je me suis dit 188 pages, ça va être très vite lu. Et effectivement, ce roman a été très vite lu. Dans cette histoire, on suit Caroline qui a survécu à un cancer du sein, mais qui a du mal à reprendre sa vie en main après cette épreuve. Elle est graphiste et avec sa meilleure amie, elles ont créé une entreprise de graphisme. Caroline reste dans les bureaux, enfin les bureaux c'est un bureau chez elle, hein, elle travaille à domicile, et Rachel, donc la meilleure amie, est sur le terrain, rencontre les clients, etc. Elles vont travailler pour l'entreprise de Benjamin, et Benjamin va être très intrigué par Caroline qui ne se présente jamais, qu'il ne peut pas voir physiquement. Et donc ça va beaucoup l'intriguer et ils vont commencer avec Caroline à entamer une relation épistolaire, s'envoyer des mails et se découvrir petit à petit à travers les mails. Sauf que Caroline n'est pas du tout prête pour une nouvelle relation puisqu'elle n'a pas réussi encore à réapprivoiser pardon, son corps. Elle ne le supporte pas, elle le voit horrible et voilà, elle n'arrive pas à surmonter cette angoisse. Donc leur relation va durer très longtemps et jusque à la fin, vers Noël, où là, pendant 24 jours, Caroline va monter un espèce de calendrier de l'Avent un peu particulier pour séduire Benjamin. Alors je m'attendais pas du tout à ça en fait. Moi, c'est la première romance de Noël que je lis, j'en ai déjà vu à la télé, mais en lecture, c'était la toute première et je pensais, trouver quelque chose un peu comme les téléfilms que l'on voit, c'est-à-dire quelque chose de très léger, d'un peu drôle et cetera et là, c'est pas vraiment le cas. Le sujet est assez lourd, le message est important, hein, puisque quand même on parle de reconstruction après un cancer. Donc, c'était pas du tout, ce que je m'attendais à lire, en fait. Alors même si m'a plutôt plu, j'étais déçue parce que c'est pas ce que j'avais envie de lire. J'ai trouvé que Benjamin était un personnage un peu gnangnan, il se laisse beaucoup mener à la alors on va dire que c'est par respect pour Caroline, mais ça va vraiment très loin et au moment où ça va justement trop loin, sa réaction est très excessive, j'ai trouvé. Bref, je peux pas trop vous en dire parce que, je voudrais pas vous spoiler, mais voilà, j'ai trouvé, ses réactions trop superficielles, non pas superficielles, trop, sans caractère au début et puis au moment où ça casse et je sais pas. Ensuite, j'ai trouvé que Caroline, était alors, je peux pas, vraiment dire, parce que j'ai jamais été dans cette situation, donc je peux pas dire si c'est réaliste, pas réaliste, mais je l'ai trouvée particulièrement égoïste et dure, très dure, par rapport à Benjamin. Donc j'ai voilà, je suis mitigée parce que, certainement parce que c'est pas du tout ce que je m'attendais à lire. Voilà. Donc, si vous voulez une romance de Noël, légère et drôle, ne partez pas sur ce roman-là puisque c'est pas ce que vous trouverez. Par contre, si vous voulez quelque chose, une comédie de Noël, même s'il y a pas trop d'ambiance Noël là-dedans, hein, il faut bien le savoir. Donc plutôt quelque chose qui parle d'un sujet important comme le cancer du sein, la reconstruction, hem, réapprendre à vivre après une telle épreuve et cetera. Vous pouvez aller dans ce livre-là parce que par contre, on a les points de vue alternés, de Benjamin et de Caroline et c'est vrai que, on peut découvrir pas mal de choses
sur ce qui peut se passer dans la tête des personnes qui subissent ce genre de malheur dans leur vie et donc à ce niveau-là, ça peut être très intéressant. Le deuxième livre que j'ai lu pendant le mois de novembre, c'est le tome 1 de Grisha, Les orphelins du royaume, écrit par Leigh Bardugo et sorti aux éditions Milan. Il faut savoir que je suis une grande fan de Six of Crow, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez maintenant, et que du coup je connais déjà un petit peu l'univers. Je dis ça parce que plusieurs personnes ont un peu du mal à rentrer dedans par rapport au monde, etc. J'avais eu effectivement un petit peu ce problème au début de Six of Crow. Là, je ne l'ai pas trouvé, je suis rentrée tout de suite dedans. Alors le monde est un peu inspiré, enfin, il y a beaucoup de mots qui sont inspirés du russe, donc c'est vrai qu'il peut y avoir des incompréhensions ou des difficultés à retenir les mots inventés. Mais bon, pour moi, je suis rentrée tout de suite dedans, ça n'a pas été un problème. Donc dans cette histoire, on suit Alina, qui est une apprentie cartographe. Et dans son pays, qui s'appelle Ravka, oui, son pays est divisé en deux. Il est séparé en deux par une espèce de brouillard, quelque chose de très sombre qui est rempli de monstres qui dévorent les gens. Elle se retrouve embarquée dans une expédition qui doit traverser pardon, ce sombre brouillard. Et dans l'expédition, il y a avec elle son meilleur ami, Mal, qui est chasseur. Ils se retrouvent donc dans le brouillard, ils sont attaqués, et pendant l'attaque, pour sauver son meilleur ami Mal, Alina va se découvrir des pouvoirs de Grisha. Les Grisha, ce sont une caste un peu particulière qui ont des pouvoirs, par exemple, de manipuler la matière, manipuler les éléments, etc. Enfin, il y a plusieurs catégories de Grisha. Et Alina se trouve être une Grisha qui manipule la lumière, une des dernières, ou peut-être même la dernière. Donc elle est envoyée à l'école des Grisha pour apprendre à maîtriser son don. Et c'est là qu'elle va rencontrer le maître des Grisha, qui est le Darkling. Donc, rien que dans le résumé, vous voyez, c'est déjà foisonnant. C'est une histoire qui est dense, c'est riche. Les différentes magies des Grisha sont variées et très intéressantes. J'avais dit que j'arrêterais de dire intéressante, mais c'est le mot qui me vient le plus facilement. Alina est un personnage, est une jeune fille qui est à la fois humble, parce que elle a du mal à imaginer qu'elle ait un tel pouvoir et que ce pouvoir pourrait peut-être sauver son pays, dans le sens où elle pourrait repousser le brouillard. Euh, donc elle est très humble, elle est pas sûre d'elle, mais elle est même parfois un peu naïve, mais à côté de ça, elle est très courageuse et si effectivement elle peut aider par son pouvoir, elle sera prête à tout pour le faire. Donc c'est un personnage qui était vraiment bien construit, enfin moi j'ai trouvé bien construit et que j'ai hâte de continuer à suivre. À côté de ça, on a Mal. Alors Mal, c'est le meilleur ami, c'est pas forcément le personnage auquel on s'attache le plus, mais il est là et il est un soutien pour Alina. Et à côté de ça, le meilleur personnage du roman, c'est le Darkling, donc le maître des Grisha, qui a un charisme vraiment impressionnant. Il est charmeur, il est magnétique, il est à la fois sombre, mais à la fois attirant. Enfin, voilà, il y a quelque chose avec ce personnage qui transparaît dans les pages, qui est vraiment bien décrit, qui est vraiment bien fait de la part de l'autrice. Et voilà, rien que pour ce personnage, on a vraiment envie de savoir où on va dans cette trilogie, puisqu'il faut savoir que c'est une trilogie et que du coup, je suis impatiente de continuer avec le tome 2. Ensuite, j'ai enchaîné par un livre e-book. Je vous mets ici la couverture. C'est le tome 3 des Chroniques lunaires Cress, écrit par Marissa Meyer et sorti aux éditions PKJ. Donc dans le premier tome de cette série, c'est une saga qui est en 4 tomes. Donc le premier tome, c'est Cinder, c'est basé sur... c'est des revisites de contes, sauce science-fiction, on va dire. On suit donc Cinder, qui est une cyborg. Les cyborgs sont des parias. Elle est élevée par sa belle-mère et vit avec ses deux belles-sœurs. Les relations sont pas forcément les mêmes que dans le conte,
même si elle est un peu la bonne à tout faire de la famille. Elle va rencontrer le roi par un concours de circonstances et là, sa vie va changer puisqu'elle est peut-être celle qui peut sauver le monde. Effectivement, dans son monde, il y a une épidémie qui s'appelle la léishmanose, je crois, qui décime les humains et le peuple de la Terre, de la Lune, pardon, le peuple de la Lune qui menace la Terre. Donc dans ce tome 3, on retrouve nos personnages qu'on a découverts tout au long des tomes 1 et tome 2. On s'attache d'autant plus à eux parce qu'on apprend à les connaître plus particulièrement, puisque chaque tome se concentre plus particulièrement sur certains personnages. Donc Cress, c'est la revisite du conte de Réponse. Donc là, c'est pareil, il y a quelques rappels au conte, mais voilà, ça n'a quand même pas pratiquement rien à voir. C'est plutôt un contexte, on va dire, et quelques scènes, voilà. Donc là, certains personnages, j'ai adoré découvrir un peu plus profondément certains personnages, parfois en bien, parfois en mal, donc avec des qualités et des défauts supplémentaires. Donc on les creuse, c'est beaucoup plus approfondi. Donc on s'attache encore plus à eux parce qu'on les voit avec leur fragilité, leur faiblesse, mais aussi leur force. Donc pour ça, c'était vraiment top. Et après, on avance dans l'histoire, il y a plein de rebondissements, on a peur, on s'angoisse, on soupire de soulagement, on reprend espoir, voilà. Donc on a une espèce d'ascenseur d'émotions tout au long de ce roman et c'est ça qui est vraiment agréable, c'est très prenant et je conseille cette saga vraiment parce que j'en suis au 3e tome et je me régale toujours autant, voire plus, au fur et à mesure des tomes. Ensuite, j'ai enchaîné avec un autre e-book, le 4e livre de ce mois de novembre, c'est Walk Rose, le tome 1, Addiction, de Blandine P. Martin, pardon, qui est un livre, une saga auto-éditée. Je crois qu'il y a 5 tomes et des tomes compagnons, il me semble, sauf erreur. Donc j'ai découvert cette série sur les réseaux sociaux parce que j'en ai beaucoup entendu parler et j'ai décidé de me lancer sur le tome 1. Je regrette pas. Dans ce roman, on suit Joe qui perd sa maman et sa maman lui lègue une lettre dans laquelle elle lui avoue, elle lui confie qui est son père. Donc Joe décide de prendre de longues vacances, de traverser 2 États, de se rendre en Californie pour rencontrer Jerry, son père biologique. Elle va découvrir qu'il est le leader d'un club de bikers et dans une petite ville et ben ça va un peu la surprendre mais elle va être accueillie en fait à bras ouverts par ce club. On va donc rencontrer tous les membres qui sont bien sûr des hommes, tous des hommes, et on va découvrir à travers ce roman le milieu des backers, leurs codes, leur façon de vivre, leur façon de traiter les femmes qui peut poser question. Et Joe va rentrer dans ce monde et va le découvrir et va être attirée finalement. Elle va se rendre compte que elle a ça dans le sang et que ça lui plaît. Et donc toute la première partie du roman, on va dire, on est un peu... je ne vais pas dire qu'on est dans le monde des bisounours, mais c'est la franche camaraderie, c'est voilà, je sais pas comment dire, c'est un groupe, ils sont ensemble, ils s'aiment, ils se soutiennent, ce sont des frères, etc. Et donc on a cet effet-là. Mais bien sûr, il y a l'envers de la médaille, ce sont des hors-la-loi. Et à ce titre, ils prennent des risques, ils, euh, ils en font prendre aux autres, ils en font prendre à leurs proches. Et du coup, on va aussi s'orienter vers le côté obscur, le côté sombre de ce club. Et on va se rendre compte que tout n'est pas rose, bien au contraire. Et justement, il faut faire attention, âme sensible, s'abstenir, puisqu'il va y avoir quand même des scènes difficiles, notamment sur la fin. Et là, voilà, la réalité va nous rattraper et va rattraper Joe. Euh, et voilà, et c'est tout ce qui est vraiment, vraiment passionnant dans ce roman, c'est toute cette découverte qui va crescendo, où on a l'impression que tout est beau, tout est
tout est mignon, et cetera. Jusqu'au moment où, ben non, finalement, il y a quand même l'envers de la médaille. On veut être libre, on veut ne pas respecter les lois, mais à côté de ça, beh, forcément, on peut avoir des retours de bâton qui sont plus ou moins violents. Donc, je conseille fortement d'attaquer cette série. En tout cas, moi, le tome 1 m'a passionnée. Je sais que l'autrice, qui est beaucoup présente sur les réseaux sociaux, je vous mettrai son compte en bas et en barre d'infos, elle a refait les couvertures, je crois qu'elle vient de les rééditer pour, si vous voulez les avoir en papier. Moi, j'avais au début envie de continuer la saga peut-être en e-book et puis finalement, vu comme je me suis passionnée pour ce tome 1, je pense, essayer de me procurer toute la suite en papier. Voilà, donc une lecture que je recommande puisque moi, en tout cas, je me suis régalée. On va finir ce point lecture par la dernière lecture que j'ai faite sur ce mois de novembre, qui n'est autre que cette belle bricasse de 700 pages. C'est La geste du sixième royaume d'Adrien Thomas, sorti aux éditions Nemos. Alors, c'est un tome 1, mais j'ai regardé un petit peu, c'est pas des tomes qui se suivent complètement. Apparemment, celui-ci peut se suffire à lui-même. Je vous avoue sincèrement que même si j'ai passé un bon moment de lecture, je ne suis pas certaine de lire la suite. Celle-ci a une fin qui se suffit à elle-même, pardon. Mais voilà, du coup, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, dans ce roman, on est dans un monde où il y a 6 royaumes qui sont un peu comme dans un cercle, c'est-à-dire qu'il y a 5 royaumes qui font le tour et un sixième royaume en son centre qui est une grande forêt qui rassemble toutes les créatures un peu mythologiques, enfin pas mythologiques, oui, un peu légendaires et tout, qui sont dans cette forêt. Les 5 royaumes se font régulièrement la guerre entre eux et dans ce roman, ils décident de faire alliance pour attaquer le sixième royaume, raser la forêt et se partager ce lopin de terre supplémentaire. Face à ça, le père, on va dire, enfin, c'est comme ça qu'il est nommé dans le roman, qui est un peu celui qui dirige ce sixième royaume, va réunir autour de lui des héros, c'est-à-dire 6 personnes qui vont devoir lutter pour sauver le sixième royaume. Donc on va suivre l'épopée de ces 6 personnages, mais pas que, puisque nous avons une panoplie de personnages tous différents les uns les autres, qui prennent la parole à tour de rôle dans ce roman. Donc on a vraiment une vision très étendue du monde créé par Adrien Thomas. Alors c'est bien, parce que franchement c'est dense, c'est riche, c'est foisonnant, mais on peut être rapidement perdu. D'autant plus que les 2 premiers tiers plutôt du roman sont basés sur la mise en place stratégique, les alliances politiques, hem, les trahisons, voilà, qui vont se mettre en place pour mener cette guerre. Donc on s'attache pas particulièrement à nos 6 personnages. Quelques-uns sortent du lot, on a le demi-nain, la sorcière qui a perdu ses pouvoirs, le barde, qui a vécu 1000 vies entre guillemets. Voilà, donc il y a quelques personnages quand même qui sortent du lot, mais malgré tout, on ne s'attache pas particulièrement à eux parce que, beh, voilà, il y en a tout plein qui gravitent autour et du coup on se, focalise pas sur eux plus que ça. Adrien Thomas n'hésite pas, à massacrer ses personnages, hein, donc il faut, de toute façon pas particulièrement s'attacher, voilà, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, quels qu'ils soient, hein, parce que, voilà, on en rencontre vraiment beaucoup, donc on aurait tendance peut-être à vouloir que le bien gagne et que le mal perde. Sauf que, justement tout l'intérêt de ce roman, c'est que on n'est pas sûr de qui détient le bien et qui détient le mal. D'ailleurs, personne ne le détient particulièrement. C'est un peu le sixième royaume est un peu
la grande forêt qui veut les valeurs de la nature, faut pas détruire le monde, les plantes, les arbres, etc. Et les 5 royaumes représentent un peu la technologie, l'évolution du monde, etc. Mais chacun a ses avantages et ses inconvénients, ses côtés sombres et ses côtés clairs. Et du coup, on ne peut pas vraiment dire qui est plus qui est meilleur que l'autre. La seule chose que l'on sait, c'est que les 5 royaumes veulent envahir le 6e royaume et que c'est qu'à ce niveau-là, on va dire, que que notre cœur balance pour le 6e royaume. Donc voilà, il faut bien se rendre compte que c'est un roman de fantasy adulte, que il ne faut pas s'attendre à des grandes batailles, parce que déjà, les batailles ne sont que sur un tiers, le dernier tiers du roman, et que finalement, elles sont assez vite expédiées, puisque l'intérêt, c'est de savoir comment stratégiquement telle bataille va réussir à faire avancer l'un ou l'autre des camps. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Je tiens à préciser quand même qu'il y a tellement, tellement de personnages que parfois on est perdu. Enfin, en tout cas, moi, il m'a été de temps en temps difficile de savoir, enfin, de me dire, alors, ce personnage, il est, alors, dans quel camp? Qu'est-ce qui lui est arrivé déjà, la dernière fois qu'on l'a vu, etc. Donc, parfois, ça m'a un peu interrogée. Et ensuite, il y a parfois des personnages, parce que là, on croise quand même des dieux, on croise des dryades, on croise des dragons, il y a vraiment une multitude de créatures. D'ailleurs, pour ça, c'est très, très riche et très intéressant. Mais parfois, j'ai certains personnages où je me suis demandé quel était leur intérêt dans l'histoire. Voilà. Pourquoi ils étaient là, quel était leur but, pourquoi ils sont intervenus de telle ou telle façon. Voilà. Alors, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais je pense notamment à quelques personnages, un ou deux personnages, où vraiment, même avec le recul, je ne comprends pas particulièrement l'intérêt qu'ils ont eu dans leurs interventions dans l'histoire. Voilà, donc vous savez tout, enfin en tout cas sur mon ressenti concernant ce roman. C'est pas une mauvaise lecture, d'ailleurs c'est 700 pages que j'ai mis à peine une semaine à lire, donc je dois dire que c'est pas si, enfin ça n'a pas été long à lire, hein, c'est assez fluide, l'écriture, enfin moi j'avais déjà lu du Adrien Thomas et je savais que son écriture me convenait parfaitement, donc c'est agréable, c'est fluide, j'ai aucun souci à ce niveau-là, donc c'était facile à lire. Au niveau de l'écriture en tout cas. Donc voilà, si vous aimez la fantaisie adulte, alors je sais pas, ça a certainement un nom de genre particulier de la fantaisie, mais moi comme j'y connais pas particulièrement grand-chose, je pourrais pas vous dire, je voudrais pas vous induire en erreur, mais voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment les romans stratégiques, les romans heu, politiques, avec les stratégies militaires, etc. Voilà. Et voilà, ce sera tout pour ce mois de novembre. Je vous ai donc montré les 5 livres que j'ai lus. J'espère que mes avis vous auront intéressé, qu'ils vous auront peut-être donné envie soit de découvrir un livre, soit carrément de ne pas vous lancer. En tout cas, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a justement intéressé, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu ces romans ou pas, si vous avez lu les suites, par exemple de Wild Crow, si vous me conseillez d'arrêter de tergiverser et de me dépêcher à me les procurer. En tout cas, n'hésitez pas, j'adore pouvoir échanger avec vous et j'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, à plus.